11e exposé. Si nous concevons le contenu du rêve comme la figuration d'un désir accompli, et si nous ramenons son obscurité au changement que la censure fait subir au matériel refoulé, nous n'avons plus non plus de peine à découvrir la fonction du rêve. A l'inverse, des singulières assertions qui prétendent que les rêves troublent le sommeil, nous devons voir dans le rêve le gardien du sommeil. Notre affirmation trouvera sans doute facilement créance en ce qui concerne le rêve des enfants. L'état de sommeil ou le changement psychique déterminé par le sommeil, quelle que soit la nature de ce changement, est produit par une résolution de dormir qui est soit imposée à l'enfant, soit prise sur la base de la fatigue. Et elle ne devient possible que par la mise à l'écart de stimulus qui pourraient donner à l'appareil psychique d'autres buts que le sommeil. Les moyens qui servent à tenir à distance des stimulus extérieurs sont connus. Mais de quels moyens disposons-nous pour tenir en soumission les stimulus psychiques internes qui s'opposent à l'endormissement? Observons une mère qui endort son enfant. Celui-ci ne cesse d'exprimer des besoins. Il veut encore un baiser. Il aimerait encore jouer. Ses besoins sont en partie satisfaits, en partie ajournés autoritairement au lendemain. Il est clair que les désirs et les besoins qui se manifestent sont des inhibitions qui s'opposent à l'endormissement. Qui ne connaît l'amusante histoire du méchant garçon imaginé par Baldwin Groller, qui, se réveillant la nuit, crie à travers la chambre « Il veut le rhinocéros ?» Un enfant plus sage, au lieu de crier, rêverait qu'il joue avec le rhinocéros. Comme le rêve, qui montre le désir accompli, trouve créance pendant le sommeil, il supprime le désir et rend le sommeil possible. Il est incontestable que cette créance appartient à l'image onirique parce que celle-ci se revêt de l'apparence psychique de la perception, alors que l'enfant ne possède pas encore la faculté, qu'il acquérera plus tard, de distinguer l'hallucination ou la fantaisie de la réalité. L'adulte a appris à faire cette distinction. C'est aussi la raison pour laquelle les accomplissements de désir par la voie psychique courte se produisent rarement chez lui dans le rêve. Davantage, il est même possible qu'ils ne se produisent pas du tout, et que tout ce qui nous semble formé sur le modèle d'un rêve d'enfant réclame une explication bien plus complexe. Mais c'est pourquoi il s'est formé chez l'adulte, et à coup sûr chez tout individu sain d'esprit sans exception, une différenciation du matériel psychique qui manquait à l'enfant. Il s'est constitué une instance psychique qui, instruite par l'expérience de la vie, maintient avec une sévérité jalouse une influence dominatrice et inhibitrice sur l'émotion psychique et qui, par sa position par rapport à la conscience et à la motilité volontaire, est équipée des plus grands moyens de puissance psychique. Or, une partie des émotions enfantines a été opprimée par cette instance comme inutile à la vie, et tout le matériel de pensée qui découle de celle-ci se trouve en état de refoulement. Tandis que l'instance dans laquelle nous reconnaissons notre moi normal s'oriente vers le désir de dormir, il semble que les conditions psychophysiologiques du sommeil l'obligent à relâcher l'énergie avec laquelle elle avait l'habitude de tenir en soumission le refoulé pendant le jour. Ce relâchement est certes anodin en soi, même si les excitations de l'âme enfantine opprimée peuvent se donner libre carrière, elles trouvent, par suite de ce même état de sommeil, plus difficilement accès à la conscience, et l'accès à la motilité leur est barré. Le danger pour le sommeil d'être perturbé par ces excitations doit être repoussé. Or, nous devons admettre de toute manière qu'une certaine quantité d'attention libre est mobilisée même dans le sommeil profond en tant que garde contre le stimulus sensoriel, et cette garde peut faire préférer le réveil à la poursuite du sommeil. On ne s'expliquerait pas sans cela que des stimulus sensoriels d'une certaine qualité puissent à tout moment nous réveiller, comme le physiologiste Bourdach l'avait déjà relevé il y a longtemps. La mère, par exemple, par les pleurs de son enfant, le meunier par l'arrêt de son moulin, la plupart des gens quand ils sont appelés par leur nom prononcé à voix basse.
Cette attention qui monte la garde se tourne à présent aussi vers les stimulus de désirs internes qui montent du refoulé et forment avec eux le rêve, qui, en tant que compromis, satisfait les deux instances à la fois. Le rêve crée une sorte de liquidation psychique du désir réprimé ou formé à l'aide du refoulé, en le posant comme réalisé. Mais il satisfait aussi l'autre instance en permettant la poursuite du sommeil. Notre moi, en l'occurrence, se comporte un peu comme un enfant. Il accorde créance aux images du rêve comme s'il voulait dire « Oui, oui, tu as raison, mais laisse-moi dormir ». Le mépris, où une fois éveillé nous tenons le rêve, mépris qui se fonde sur la confusion et l'apparent illogisme du rêve, n'est vraisemblablement rien d'autre que le jugement de notre moi dormant sur l'émotion venue du refoulé, jugement qui s'appuie à plus juste titre sur l'impuissance motrice de ces perturbateurs de sommeil. Ce jugement dépréciatif nous devient quelquefois consciente, même dans le sommeil. Quand le contenu du rêve va par trop au-delà de la censure, nous pensons « ce n'est qu'un rêve » et nous continuons à dormir. La conception que nous venons d'exposer n'est pas infirmée par le fait qu'il existe pour le rêve aussi des cas limites où il ne peut plus conserver sa fonction, qui est de protéger le sommeil contre une interruption, ainsi dans le rêve d'angoisse, et où il la troque contre l'autre, qui est de suspendre le sommeil au bon moment. Ce faisant, il n'agit pas autrement qu'un veilleur de nuit consciencieux qui fait d'abord son devoir en apaisant les troubles pour que les habitants ne soient pas réveillés, mais qui ne fait que prolonger son devoir en réveillant lui-même les habitants lorsque les causes du trouble lui apparaissent inquiétantes et qu'il n'en arrive pas à bout lui-même. Cette fonction du rêve devient particulièrement évidente lorsque le dormeur est l'objet d'un stimulus déclenchant des sensations. Que des stimuli sensoriels mis en œuvre durant l'état de sommeil influencent le contenu des rêves, c'est là une chose bien connue qu'on peut prouver expérimentalement et qui appartient au petit nombre des résultats certains, mais très surévalués, de la recherche médicale en matière de rêve. Une énigme jusqu'ici insoluble s'est cependant attachée à ce résultat. Le stimulus sensoriel que l'expérimentateur fait agir sur le dormeur n'est en effet pas correctement reconnu dans le rêve, mais il est soumis à l'une quelconque des innombrables interprétations dont la détermination a semblé laissée au libre arbitre psychique. Bien entendu, il n'existe pas de libre arbitre psychique. Le dormeur peut réagir de plusieurs manières à l'égard d'un stimulus sensoriel venu de l'extérieur. Soit il se réveille, soit il réussit à poursuivre malgré tout son sommeil. Dans ce dernier cas, il peut se servir du rêve pour se débarrasser du stimulus extérieur, et cela aussi de plus d'une manière. Il peut par exemple supprimer le stimulus en rêvant une situation totalement incompatible avec celui-ci. C'est ainsi que se conduisit par exemple un dormeur qu'un abcès douloureux au périnée voulait déranger. Il rêva qu'il était à cheval et utilisa pour cela, comme selle, le cataplasme destiné à adoucir sa souffrance. Ainsi il passa par-dessus ce qui le dérangeait. Ou alors, cas plus fréquent, le stimulus extérieur subit une réinterprétation qui le met en corrélation avec un désir refoulé à l'affût d'une réalisation, le prive ainsi de sa réalité et le traite comme un élément du matériel psychique. C'est ainsi que quelqu'un rêve qu'il a écrit une comédie qui développe une idée particulière, qu'elle est représentée au théâtre, que le premier acte vient de se terminer, suscitant un accueil enthousiaste. On applaudit à tout rompre. Ici, le rêveur doit avoir réussi à prolonger son sommeil au-delà de la perturbation, car lorsqu'il se réveilla, il n'entendit plus le bruit, mais jugea avec raison qu'on devait avoir battu un tapis ou un matelas. Les rêves qui s'instaurent immédiatement avant le réveil, du fait d'un grand bruit, tentent de récuser le stimulus de réveil attendu par une autre explication et de prolonger encore le sommeil d'un petit moment.